Eh bien bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Astrofleet sur PixInsight pour les débutants. Cette fois nous sommes prêts à attaquer les choses sérieuses. J'ai ouvert les trois filtres, les trois couches S, H et O empilées pour commencer à traiter. J'ai ouvert le Screen Transfer Function en haut à droite pour pouvoir étirer mes images et les faire passer visuellement de linéaire en non linéaire, et puis j'ai créé une série de process icons qui sont extraits du workflow complet que vous trouverez en chargement sur cette page dans la description. Je n'en ai pris qu'une petite partie pour vous éviter d'avoir pléthore de process icons à l'écran, et on créera au fur et à mesure les ajouts en fonction des traitements que nous passerons. Là en l'occurrence j'ai le dynamic crop, le dynamic background extraction, et puis j'ai préparé pour vous une série d'icônes sur d'icônes, je sais pas pourquoi je vous le dis en anglais d'ailleurs, une série d'icônes sur la déconvolution, mais que nous verrons dans la vidéo suivante. Aujourd'hui nous allons travailler sur les deux icônes que nous avons en haut, le dynamic crop et le dynamic background extraction. Donc pour commencer, je vais appliquer un stretch à mes images linéaires pour pouvoir les visualiser. Donc on est bien d'accord, on ne les passe pas en non linéaire. Si on sauvegarde les images après avoir appliqué le Screen Transfer Function, elles resteront noires si vous les ouvrez sous Photoshop ou tout autre soft pour traiter les images, mais ça va nous permettre de les visualiser et donc de travailler dessus dans la partie linéaire. Je vais donc appuyer sur l'icône nucléaire à chaque fois, pour la couche S, la couche O et la couche H. On va travailler couche par couche, je vais donc réduire le O et le S, et nous allons nous occuper exclusivement de la couche H. Le principe du dynamic crop est très simple, il s'agit de découper votre image pour en extraire les zones, notamment sur les bords qui ne vous intéressent pas, soit parce que vous avez du vignettage, soit parce que dans mon cas, à l'empilement, vous avez un décalage qui est apparu, soit parce que d'ailleurs sur vos différentes couches, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le même cadrage tout à fait, enfin bon. Donc vous avez des bords qui vous conviennent pas. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le dynamic crop. Le dynamic crop est ouvert et par défaut vous voyez que j'ai une sélection qui prend la totalité de mon image, et ce cadre vous pouvez aller le prendre dans un coin, garder cliquer et le ramener simplement, vous voyez, à l'endroit où vous souhaitez. Vous avez une indication de centrage qui se trouve au milieu, c'est normal pour le centre, et vous pouvez déplacer votre bloc comme vous le souhaitez. Et en l'occurrence, moi, je souhaite garder la partie haute, éliminer la partie gauche où j'ai une bande noire que vous voyez j'espère à l'écran, et définir une zone qui va aller à peu près jusqu'à là. Voilà. Là vous avez défini à quoi allait ressembler la zone que vous allez cropper, c'est-à-dire que vous allez éliminer toute la partie qui n'est pas dans le carré gris. Pour l'activer, vous pouvez appuyer sur le bouton vert Execute en bas de votre fenêtre, ou faire un drag and drop du triangle sur votre image, mais je ne vais pas le faire pour l'instant, parce que dans la mesure où j'ai plusieurs couches que je souhaite traiter, et donc il faut qu'elles soient alignées, je vais appliquer ce crop d'abord à mes deux autres couches. Pour ce faire, je prends le triangle, je vais sur la couche en question, donc là sur le haut, qui vient de se recadrer. Je le fais ensuite sur le S, qui se recadre de la même manière. Et une fois que c'est fait, je reclique sur mon image H initiale et j'exécute. Voilà. C'est la partie la plus simple et la plus bête que je puisse vous présenter en termes de process. Voilà. Si déjà celui-là pour vous est compliqué, il faut s'arrêter là. Mais vraiment, c'est ce qu'on a de plus simple à faire. Et c'est tout pour le dynamic crop. On va pas lui en demander plus. Il y a d'autres fonctions disponibles qui, très honnêtement, ne me servent absolument jamais. Le cas se présentera peut-être, mais pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin. Donc, fin du dynamic crop. Donc en avant pour le Dynamic Background Extraction, c'est un process qui va nous permettre d'éliminer le gradient, en tout cas fortement de le réduire dans nos images, et d'éliminer le vignettage le cas échéant.
Il y a deux approches différentes pour l'extraction du fond de ciel. Si vous allez dans Process, vous avez des raccourcis, vous avez All Processes que je vous avais montré, vous avez des raccourcis vers des sections de fonctions et de process. Donc là on va prendre Background Modélisation. Vous en avez deux, vous avez l'Automatic Background Extractor et vous avez le Dynamic Background Extraction. L'automatique, comme son nom l'indique, est une fonction qui globalement vous demande pas grand chose, vous n'avez pas la main sur beaucoup de paramètres. Et c'est une fonction dont je ne suis pas très fan parce qu'elle a tendance à ne pas bien faire le distinguo entre ce qui est de la nébulosité, ce qui est du gradient, ce qui est du fond de ciel. Ça donne des résultats que je trouve souvent insatisfaisants et je suis loin d'être le seul. Le Dynamic Background Extraction, par contre, que nous allons ouvrir, est beaucoup plus utile parce qu'il vous permet d'avoir la main sur de très nombreux paramètres et globalement, je dirais, l'algorithme me paraît un peu plus intelligent et donne de meilleurs résultats. Alors comment ça marche? Il va s'agir de positionner sur notre image des points qui vont permettre à l'algorithme de calculer une moyenne de ce qu'est le fond de ciel. À partir de là, il va éliminer tout ce qui pour lui ne l'est pas. Comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a lancé le Dynamic Background Extraction et qu'on a sélectionné l'image, on a 4 cadrans qui apparaissent. Vous pouvez positionner vos points à la main, vous cliquez simplement dans des zones noires dans lesquelles on n'a pas d'étoiles, et puis vous venez positionner vos points comme ceci. Ça demande un peu de temps, c'est assez précis, mais c'est effectivement comme ça qu'on peut fonctionner, c'est une des méthodes. La deuxième méthode consiste à automatiser une taille pour ces points, ça va devenir des petits carrés, voire des gros carrés, vous verrez pourquoi je vous dis ça après. Et puis, on va pouvoir en générer un certain nombre par ligne. Il va déterminer des lignes. Donc là, par exemple, j'ai une taille de points de 5. Je veux en générer 10 par ligne. Tout ce que j'ai à faire, c'est Generate. Et vous voyez apparaître toute une série de croix sur l'image qui vont déterminer le fond de ciel. Vous pouvez, ces croix, vous pouvez cliquer dessus pour les déplacer, vous pouvez dupliquer, voilà, c'est très simple. Le plus important à vraiment mémoriser, c'est qu'il ne faut pas de grosses étoiles sous un point. Et ça, c'est absolument à proscrire. C'est une méthode, je vais vous en montrer une qui diffère assez largement de la plupart des tutos qu'on peut trouver. Je l'ai découverte sur une chaîne américaine qui s'appelle Visible Dark. On vous mettra le lien en description et on va rendre à César ce qui lui appartient parce que c'est une approche très originale que je ne connaissais pas. Et j'avoue qu'elle donne des résultats tout à fait intéressants. Donc je vais vous préparer, je vous ai d'ailleurs préparé le process icône avec les valeurs qui sont à prendre en compte, donc on va les faire ensemble pour que nous comprenions bien. Vous avez d'abord dans Model Parameters une case tolérance qui va simplement déterminer le niveau de bruit qui va être accepté dans l'algorithme. Donc on va le passer à 2. Vous mettez 2.0, vous ne tapez pas Entrée, sinon ça va lancer le process, vous passez à la case suivante. Vous avez les Shadows Relaxation qui va permettre de rejeter les pixels du fond de ciel, noir de fond de ciel. Elle est à 3 de base, on va la positionner à 6. On ne touche pas au Smoothing Factor. Une fois qu'on a rempli ça, on remonte cette fenêtre et on va s'intéresser à la Sample Generation. Et donc, au lieu de partir sur des petits carrés, on va partir sur très peu de très gros carrés. Donc là, on va les mettre à 100 en taille. Et on va générer 10 carrés par ligne. Voilà, on les voit apparaître. D'accord, on a un quadrillage qui est tout à fait complet. Le problème, c'est qu'on a énormément de nébulosité au milieu de l'écran et qu'on n'a pas du tout envie d'y toucher. Donc ce que l'on va faire, c'est on va sélectionner chacun de ces carrés au milieu et on va les effacer et on ne va garder que les carrés qui sont sur les bords. C'est parti. Et voilà, nous avons là notre quadrillage extérieur qui est prêt. Je regarde en gros, pas d'étoiles trop grandes dans les carrés en question, donc tout va bien, on va le conserver comme ceci. Vous pouvez remonter, refermer votre Sample Generation, et ce qui nous intéresse maintenant, c'est la Target Image Correction. Vous voyez, par défaut,
la correction est sur none, donc aucune. Si j'applique là, il va rien se passer. Donc nous allons commencer par une division. Vous avez 3 possibilités, c'est-à-dire aucune action, soustraction ou division. La division va être notre première action puisqu'elle va nous permettre d'éliminer le vignotage, donc particulièrement dans les coins. On va donc sélectionner division. On va cliquer sur rien du tout en fait. On pourrait cliquer sur Discard Background Model et sur Replace Target Image. Ça nous permettrait de remplacer l'image qui est là sans faire apparaître un masque ou on va dire une image avec ce qui a été éliminé par le process. On va le laisser là pour voir à quoi ça ressemble. Ce que l'on fait, le triangle est sur l'image, l'ordinateur calcule. J'ai donc 2 fichiers qui m'apparaissent à l'écran, un qui s'appelle le background, qui va me permettre de voir ce qui a été retiré de l'image. On va tout de suite aller voir ça, donc toujours pareil, c'est en linéaire, on va appuyer sur le bouton stretch pour rendre l'image visible, et vous voyez les différentes teintes de gris et de noir qui ont été retirées. Je ferme ça, et je stretch maintenant mon image intégration DBE, qui est mon image précédente avec le process DBE appliqué. Et le résultat m'apparaît, et quand vous regardez dans le détail, vous vous rendez compte qu'on a déjà une profondeur de noir sur le fond de ciel qui est beaucoup plus marquée, et l'avantage c'est que du coup ça nous fait ressortir nos nébulosités, et notre image devient plus claire et plus nette. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va se débarrasser, on va d'abord faire un truc important, on va prendre le triangle, on va le poser sur le bureau, donc on crée un process icône, on efface celui-ci, on va fermer notre image de base, on ne va garder que celle sur laquelle on a appliqué le DBE, et puis on va rouvrir notre process icône, et là ce qui va se passer, c'est qu'il va appliquer directement à l'image les valeurs qu'on avait pour la précédente. Et donc on va retrouver nos points exactement au même endroit. Et cette fois, ce que l'on va faire, ce n'est pas une division, mais une soustraction qui cette fois va s'intéresser au gradient. Et de la même manière, on vient l'appliquer. Même procédé, j'ai une image background avec ce qui a été retiré. Alors là, vous voyez un peu toutes les nuances qui ont été prises en compte. Je la ferme et je fais un auto-stretch sur la nouvelle image. C'est peut-être ténu sur YouTube, mais je vous garantis qu'à voir en réel, la différence est là et l'image commence à être vraiment nettement plus propre. On va donc fermer la précédente et conserver celle-ci, qui est celle avec laquelle on va travailler, et on va intégrer à notre process icône cette version nouvelle, avec les valeurs qui correspondent à l'image. Ça fonctionne dans la plupart des cas. Le problème, encore une fois, avec PixInsight, je l'ai peu abordé, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas des valeurs absolues à utiliser pour chacun des process qui vous permettraient automatiquement de traiter votre image. Ça dépend à chaque fois des images, ça dépend s'il y a beaucoup de nébulosité, beaucoup de gradients, pas beaucoup de gradients, etc., etc. Il y a énormément de paramètres, mais vous avez, avec l'expérience, vous avez d'abord des valeurs un peu médianes, on va dire, qui vous permettent de commencer à travailler, et puis vous avez parfois des valeurs qui sont directement les bonnes. Donc là, on va l'appeler Dynamic Background Extraction, et c'est cette version que vous avez dans le process icône qui se trouve en dessous. Donc je vous rappelle ce que je vous avais montré la dernière fois. Pour arranger mes icônes, je les aligne à gauche, et c'est fait. Voilà, le Dynamic Background Extraction est vu. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui sera la déconvolution. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau tuto.